D'abord, bonjour tout le monde. Je voudrais remercier l'Université de la Polynésie française et Madame Sana Chayet-Denéré d'avoir prévu une place dans ce colloque pour la médiation foncière. Alors, la médiation, elle peut s'exercer dans tous les domaines. Familial, divorce, séparation, commercial, travail, par exemple dans le cas de souffrance au travail, en conflit de voisinage et même en matière pénale avec la justice restaurative entre les coupables et leurs victimes. Mais avec la création du tribunal foncier, il a été aussi retenu une approche amiable de résolution des conflits fonciers par la médiation foncière. Alors, la médiation n'est pas encore très connue, mais je pense qu'elle est une solution tout à fait adaptée aux conflits fonciers. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours de droit. Je pense qu'hier, la journée d'hier, vous a éclairé sur la partie juridique de la problématique. Mon intervention d'aujourd'hui va plutôt être sur l'humain, sur le médier, parce que c'est comme ça qu'on appelle la personne qui entre en médiation, et sur cette terre qui fait partie intégrante de l'ADN du Polynésien. La terre a vraiment une identité à part, elle est même nommée, et ce nom est très important comme l'a développé Madame de Vatine hier. Alors donc je vais d'abord vous présenter le médiateur, qui est une spécificité polynésienne, et ensuite je vais vous expliquer en quoi la médiation foncière peut être un processus gagnant-gagnant. Alors, le médiateur foncier, c'est une spécificité polynésienne. Je vais d'abord commencer peut-être par me présenter aussi. Alors, je m'appelle Caroline Fong. Je suis avocate et médiateur, mais aujourd'hui, je vais ne vous parler que de la médiation foncière. J'ai obtenu mon diplôme de médiateur en 2015 après avoir suivi une formation qui est dispensée par l'Université de la Polynésie française en partenariat avec l'IFOMEN de l'Institut catholique de Paris. Je suis membre de l'Association des médiateurs européens et j'ai reçu mon agrément comme médiateur foncier par arrêté du 5 septembre 2018. Voilà, en ce qui me concerne. Quand on a un conflit avec quelqu'un, le réflexe aujourd'hui, c'est d'engager un procès, de saisir le tribunal. Or, on peut agir autrement maintenant. Les anglo-saxons, les américains, les anglais, les canadiens pensent d'abord, eux, à la négociation, à la médiation. Et ce n'est que si la négociation, la médiation n'aboutissent pas qu'un procès est engagé. Ça représente à peu près 2% des affaires. Et c'est ce chemin que le médiateur et que le pays, je pense, a voulu que les Polynésiens utilisent aujourd'hui. Alors, qui c'est ce médiateur? Ce n'est pas un avocat qui défend son client, ce n'est pas un juge non plus qui a en face de lui des justiciables et qui rend une décision. Ce n'est pas un généalogiste qui va reconstituer l'arbre généalogique. Je voudrais ouvrir une parenthèse concernant mes amis généalogistes, parce que j'ai suivi la formation de diplôme universitaire de médiateur, de généalogiste. C'est une formation qui est passionnante et qui est avec des intervenants de qualité. Et pourquoi je veux faire une parenthèse sur ces généalogistes? Parce que Monsieur le ministre de la Culture, en ouvrant le colloque, hier a parlé de parcours du combattant. Mais il se situe où, ce parcours du combattant? Eh bien, il se situe, comme on l'a bien développé, comme les juges l'ont développé, la DAF l'a développé, c'est sur l'identité des ayants droit. Même en médiation, pour rédiger un accord, j'ai besoin de connaître l'identité des signataires afin de vérifier qu'ils ont bien pouvoir pour s'engager. Et ce parcours du combattant, je pense que le généalogiste peut aider le justiciable à le réussir. Mais pour cela, il faut lui donner les moyens. Et aujourd'hui, comme Madame Tina Péré l'a dit, ils n'ont pas les moyens de le faire, ils n'ont pas accès aux actes d'état civil. Et tout ça, c'est difficile après, même pour le tribunal, même pour nous, pour tout ça, d'identifier ces ayants droit, parce que seul le justifiable, il peut pas aller partout, il peut pas aller à la DAF, il sait même pas où aller chercher, aux archives. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour mes amis généalogistes. Ce n'est pas non plus le médiateur n'est pas non plus un géomètre qui identifie les terres, ce n'est pas un arbitre. Voilà, ce médiateur, qu'est-ce qu'il est alors? Alors, les conditions pour être médiateur. Je vous disais en introduction que le médiateur est une spécificité polynésienne. C'est ainsi que la loi de pays du 30 novembre 2017, en son article 2, a prévu que la profession de médiateur foncier ne peut être exercée que par les personnes physiques ou morales
titulaire d'une carte professionnelle de médiateur foncier délivrée par le président de la Polynésie française ou le ministre ayant reçu délégation à cet effet. Alors, si cela peut ainsi susciter des vocations, puisque c'est un nouveau métier qui est passionnant, la délibération du 22 juin 2017 a posé des conditions. Alors, la personne physique doit satisfaire aux conditions suivantes. Il doit disposer de ses droits civiques et civils, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou une déchéance mentionnée dans le bulletin numéro 2 du casier judiciaire, ne pas avoir été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation de regret d'agrément ou d'autorisation, justifiée d'un diplôme sanctionnant une formation universitaire à la médiation, l'Université de la Polynésie le dispense, et présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation. Ça, c'est pour le médiateur d'une règle générale. Mais pour être médiateur foncier, il faut, en plus de ces conditions que je viens de vous énumérer, être de nationalité française ou être ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, ne pas avoir été frappé de faillite ou de banqueroute, être titulaire d'un Master 1 en droit et être titulaire de la carte professionnelle de médiateur foncier. C'est la DAF qui procède à l'instruction de la demande. Une commission ensuite donne son avis qui est ensuite transmis au président de la Polynésie française ou au ministre ayant reçu délégation pour délivrer les cartes professionnelles de médiateur foncier. Voilà en ce qui concerne les conditions. Maintenant, quel est le rôle du médiateur? Le médiateur est un tiers facilitateur de communication. J'aime bien prendre l'image de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Ce sont deux vérités, et pourtant, elles sont si difficiles à s'accorder. Alors, la mission du médiateur, c'est de recréer du lien social ou familial par la reprise du dialogue, afin que chacune des parties puisse écouter la vérité de l'autre et permettre ainsi aux parties de trouver par elles-mêmes la solution aux différends qui les opposent. Le médiateur ne tranche pas le litige, il ne donne pas de solution, mais il facilite le dialogue entre les parties, afin de trouver par elle-même la solution du différend qui les oppose. Alors pour ça, le médiateur, doit avoir une posture. C'est important parce qu'il faut que les parties puissent avoir confiance au médiateur. La première posture, c'est qu'il est neutre. Le médiateur accompagne les parties, mais dans leur projet sans faire prévaloir le sien. Il est indépendant, ça doit être détaché de toute pression intérieure ou extérieure à la médiation. En ce qui concerne, par exemple, comme je suis également avocate, les médias ne doivent pas avoir été mes clients afin d'éviter ce qu'on appelle un conflit d'intérêts. Le médiateur doit refuser même ou suspendre ou interrompre la médiation chaque fois que les conditions de cette indépendance ne sont pas réunies. Il est impartial, c'est-à-dire il ne prend pas parti ni pour l'un ni pour l'autre, il ne donne pas d'avis. C'est un exercice qui est assez périlleux parce qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans le piège. Il suffit, par exemple, qu'une des parties dise « J'ai raison, n'est-ce pas, madame la médiatrice ?» Il suffit que j'opine de la tête pour que ma neutralité soit remise en cause. Voilà en ce qui concerne le médiateur. Maintenant, la médiation, qui est la deuxième partie de mon intervention. La médiation, c'est un processus gagnant-gagnant. Alors, je vais vous donner la définition qui est prévue dans la loi de pays du 30 novembre 2017 qui définit la médiation foncière. La médiation foncière s'entend de tout processus structuré par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en dehors ou en parallèle d'une procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de tout ou partie de leurs différends dans un litige entrant dans le champ de compétence du tribunal de première instance statuant en matière foncière avec l'aide d'un tiers, le médiateur choisi par elle ou par le tribunal de première instance statuant en matière foncière et ce compris en référé. Voilà comment est définie la médiation foncière dans la loi de pays. Tout d'abord donc, c'est un processus structuré. La médiation, c'est un processus et non pas une procédure. Elle peut être mise en place, en dehors ou en parallèle d'une procédure judiciaire. Ça veut dire qu'elle peut être conventionnelle. Il n'y a pas besoin de saisir le tribunal pour qu'une médiation soit mise en place. Il suffit d'appeler un médiateur foncier sur la liste des médiateurs fonciers qui est affichée à la DAF. Mais elle peut être aussi judiciaire.
En effet, avec l'accord des parties, parce qu'il faut toujours l'accord des parties, le tribunal foncier peut ordonner une médiation judiciaire. La médiation, c'est comme une fenêtre dans la procédure judiciaire. Le temps judiciaire est suspendu, le temps de la médiation. Le médiateur est donc désigné par le tribunal foncier et dès qu'il accepte la mission, le processus va pouvoir commencer. Le processus commence et il y a un cadre de la médiation. Et le médiateur est là pour faire respecter le cadre. D'abord, il doit vérifier le caractère volontaire. La médiation, c'est un mode consensuel et le médiateur doit veiller à ce que le consentement des parties soit libre et éclairé pour rentrer en médiation. Il ne doit pas se sentir obligé d'entrer en médiation. Il faut absolument l'accord des parties. Et les parties, comme le médiateur, peuvent décider à tout moment d'arrêter la médiation. Il y a aussi le caractère confidentiel. C'est très important pour que la parole se libère. La confidentialité des échanges s'impose aux parties et aux médiateurs. C'est très important parce que, au cours des séances, on peut parler de ses secrets de famille, de ses émotions, et si tout le monde ensuite s'amuse à le divulguer dès que on sort de la médiation, eh bien la médiation ne pourra pas être un succès. Le respect, en effet, en médiation, chacun doit pouvoir exprimer son point de vue sans contrainte et sans pression. En médiation, tout le monde est au même niveau d'égalité. Alors le processus en lui-même, comment ça se passe concrètement? Donc on a dit, si on est en judiciaire, le tribunal va ordonner une médiation avec l'accord des parties et ensuite le médiateur va d'abord inviter chaque partie à un entretien individuel pour les informer, leur expliquer comment ça va se dérouler le processus de la médiation. Et les parties peuvent aussi, au cours de cet entretien individuel qui dure à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, leur faire part de la vision du dossier. Et dès ce moment, la confidentialité, elle est déjà là. Le médié discute avec le médiateur, mais même là, ce n'est pas aussitôt au médiateur d'aller dire à l'autre partie, oui, il m'a dit ça au cours de la médiation. Non, c'est chaque partie, chaque médié ensuite qui au cours de la séance plénière, puisqu'ensuite il y aura une séance plénière avec toutes les parties, qui va décider de dire ou pas ce qu'il a dit en entretien individuel. Il faut prévoir environ 3-4 séances plénières de 2 heures environ. Ça m'est parfois arrivé d'arriver à 4 heures parce que tellement il y avait de choses à dire. Souvent, en effet, les successions ne sont pas réglées depuis 20 à 30 ans et il y a beaucoup de points à éclaircir. Pourquoi 3 ou 4 séances plénières? Comme je vous l'ai rappelé, la médiation est un processus. Et pour ça, je voulais faire référence à un tableau de Gauguin qui, à mon avis, résume bien ce processus. Ce tableau, c'est d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous? À la première séance, on va discuter de ce qui s'est passé avant, comment le conflit a pu naître. C'est d'où venons-nous. La deuxième séance, que sommes-nous? C'est-à-dire, on va discuter de ce qui se passe aujourd'hui et de ses besoins. La troisième séance, où allons-nous? En fonction de ses besoins, on va discuter de l'avenir. Qu'est-ce qu'on va faire? Quelles décisions allons-nous prendre? Quel accord allons-nous prendre pour régler ce problème de terre? Et à ce stade, il suffit de trouver la solution. Il s'agit, de trouver la solution la plus satisfaisante pour chacune des parties. C'est peut-être pas la meilleure des solutions, mais c'est la plus satisfaisante. C'est un processus gagnant-gagnant pour les raisons suivantes. La médiation va permettre à chacun de faire part de ses besoins, d'être écouté et entendu. En effet, ce sont des séances orales, il n'y a pas d'écrit. Et c'est ce qu'on ne peut pas faire devant le tribunal, qui est une procédure écrite. La rapidité, en effet, la procédure judiciaire, on sait quand on commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Parfois, ça peut durer 20 ans, voire plus peut-être. En médiation, la durée du processus est de 3 mois renouvelable pour une période de 3 mois. En effet, l'idée, ce n'est pas de faire durer la médiation. Une médiation qui dure 1 an ne respecte plus l'intérêt de la médiation. Il ne faut pas non plus qu'elle soit expéditive.
Il faut faire attention aussi à ce que le processus ne dure pas indéfiniment sans aucune justification légitime et que le défendeur ne puisse pas profiter de cette aubaine procédurale pour gagner du temps. La médiation, en effet, ne doit pas favoriser le dilatoire et ne pas entraîner un surcoût du procès. En effet, la médiation a un moindre coût par rapport à une procédure judiciaire et elle est tarifée par arrêté. Il n'y a pas non plus ce qu'on appelle l'aléa judiciaire. En effet, ce n'est pas le tribunal qui va trancher, mais les parties elles-mêmes. Par exemple, en tirage au sort, s'il n'y a pas d'accord amiable, le tribunal n'a pas d'autre choix que d'ordonner un tirage au sort. Or, souvent, certaines personnes ont déjà construit. Certains ayants droit ont déjà construit. S'il tombe sur le terrain préféré ou convoité, ça va. Mais s'il ne tombe pas sur son terrain préféré ou convoité, là, il peut y avoir des conflits. Ensuite, l'accord. L'accord, c'est ce que j'appelle le champ des possibles. La solution ne sera pas imposée ni par le médiateur ni par le juge. C'est bien les propriétaires qui vont retrouver leur pouvoir, puisque c'est eux qui vont trouver la solution la plus satisfaisante, celle qui leur conviendra le mieux, bien sûr dans le respect de la loi. Et la terre leur appartient, et c'est eux qui peuvent savoir comment prendre soin d'elle, de cette terre au mieux. Dans la mesure où les parties ont elles-mêmes ensuite décidé de ce qui leur conviendrait le mieux, la décision est mieux acceptée. Elle sera plus pérenne et non pas imposée par le tribunal, car elle ne sera pas imposée par le tribunal. Et je suis toujours très impressionnée par la créativité des parties. En effet, au cours de cette avant-dernière séance, chacun va donner sa solution, bien ou pas bien, mais elle donne sa solution et ensemble, ensuite, on fait ce qu'on appelle un match. On va trouver tous ensemble la solution la plus satisfaisante pour toutes les parties, bien sûr dans le cadre de la loi, car on ne peut pas y déroger. Mais l'intérêt de cette médiation, c'est qu'on peut céder ses droits individuels, comme par exemple renoncer au paiement de la soulte, parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer une soulte. Ou même de donner des droits à un FAMU, on en a parlé hier. Ça fait 3 ans que je pratique la médiation foncière. Plutôt que vous donner des exemples de solutions qui ont été trouvées, je vais préférer peut-être vous soumettre le cas libre, à vous ensuite d'explorer le champ des possibles, de trouver la solution. Et je suis sûre, si vous en discutez avec votre voisin ou votre voisine, vous n'arriverez pas à la même solution. Par exemple, dans une fratrie, il peut arriver qu'il y ait un enfant biologique, mais non reconnu, et un enfant reconnu, mais pas biologique. Qu'en pensez-vous? À quel droit allez-vous donner à l'un et à l'autre? Par exemple aussi, dans le cas d'une adoption simple par des métropolitains, l'enfant va vivre en France, loin de sa famille polynésienne biologique. 30 ans plus tard, il revient en Polynésie pour hériter de ses parents biologiques qu'il ne connaît pas, d'une terre sur laquelle il n'a jamais mis les pieds. Je rappelle que cet enfant, s'il fait l'objet d'une adoption simple, va hériter de ses parents biologiques et de ses parents adoptifs. Comment vont l'accepter les enfants qui sont restés sur le Fénois? Il se pose aussi la question de savoir quel droit donner à l'enfant FAMU. C'est ce que Maître Bombridge a développé hier, mais qui n'est pas adopté légalement. Il a considéré ses parents FAMU comme ses vrais parents, mais il n'héritera pas. Mais en médiation, il sera possible de lui donner une place, puisque si tous les ayants droit sont d'accord, ils peuvent lui céder une partie de leurs droits, une partie du terrain. Même pas beaucoup, ils peuvent s'en mettre carré chacun, par exemple. Dans un dossier que j'ai vu, un géomètre, par exemple, avait découpé un terrain en 10 parts égales. Sur le plan, ça avait l'air idéal, 10 ayants droit, 10 parcelles. Sauf qu'au cours de la médiation, les ayants droit, on a constaté qu'en fait, il y avait une des parcelles qui était en pente raide. Ils ne pouvaient rien y faire. S'il y avait un tirage au sort, l'ayant droit qui aurait hérité de ce terrain inconstructible, je ne pense pas qu'il serait satisfait. En médiation, on a pu donc trouver une solution.
L'accord qui sera signé par les parties peut être homologué par le tribunal foncier qui va lui donner la force exécutoire. Mais parfois, il peut ne pas y avoir d'accord ou simplement un accord partiel. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a eu échec de la médiation, parce que si les parties ont commencé à se parler, ils vont trouver peut-être plus tard l'accord qui va résoudre leur problème. Donc, je voudrais parler du rôle des avocats en médiation. L'avocat n'est pas exclu de la médiation, il a au contraire toute sa place. Il conserve son rôle d'expert juridique et de son conseil juridique de son client. Car le médiateur ne donne pas de consultation juridique, c'est prévu dans les textes de loi, il ne donne pas de consultation juridique. Donc l'avocat a tout à fait son rôle et sa place en médiation. Et d'ailleurs, comme moi, je suis avocate, mais quand je vois qu'il y a un problème juridique, je lui conseille fortement de voir son avocat, ou s'il n'a pas d'avocat, d'aller voir un avocat, parce que je ne peux pas lui donner la réponse. Enfin, en tout cas, le conseil. Le rôle des juges. Je peux vous dire que les juges du tribunal foncier sont sensibilisés et sensibles aux besoins des familles et même à leur détresse. C'est la raison pour laquelle, par exemple, pour éviter le tirage au sort, ils proposent la médiation. Ils savent que s'ils appliquent la loi qui s'impose à eux, les conflits ne vont pas pour autant être résolus et même pourraient trouver une issue pénale s'il y a violence. Alors la médiation, quand même judiciaire, n'est pas une délégation par le juge de ses pouvoirs et de ses devoirs au médiateur. La médiation demeure sous son contrôle et le juge va, avant d'homologuer l'accord, il va vérifier que la solution ne contrevient ni à l'ordre public ni à l'intérêt général. Voilà, j'ai bientôt terminé. Je voulais juste conclure en disant que la médiation foncière peut être une solution tout à fait adaptée à l'épreuve des liens de parenté dans les affaires foncières. Elle est orale, et c'est plus adapté, c'est plus facile pour le Polynésien pour se faire comprendre et exprimer ses besoins. Madame Flora de Vatine a précisé dans son intervention qu'entre les Polynésiens et leurs terres, c'est une réelle histoire d'amour, passionnante et passionnée. C'est vrai, c'est même viscéral. Je conclurai donc sur ces mots, prendre soin de ces Finnois, de cette grande dame qu'est la terre ancestrale, c'est aussi prendre soin de soi. Je vous remercie pour votre attention.